Aujourd'hui, on s'attaque à mon plus gros point faible. Non Thomas, c'est toujours pas ma troisième jambe. On va travailler le dos. J'ai remarqué avec le temps que mon dos se montre principalement en sèche. Pendant la phase de construction, donc de prise de masse, il va être un peu timide. Je vais d'ailleurs vous afficher ici des photos de mon dos en sèche et mon dos en prise de masse sur la préparation de l'année dernière. Vous allez voir, la différence, elle est particulièrement présente quand je rentre dans la phase de sèche. Donc les rondeurs ressortent plus, mon dos se dévoile plus quand je suis en sèche. Cela dit, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut réellement que j'avance sur mon dos de façon significative pour être beaucoup plus compétitif. Comme je l'ai dit, on va travailler aujourd'hui le dos en épaisseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle aussi d'ailleurs de travailler son dos en largeur. Je m'autorise à faire un rappel léger parce que je pense que vous savez de quoi on parle. Quand on parle de travailler son dos en épaisseur, on fait référence à des muscles qui vont se développer vers l'arrière, tout ce qui va être trapèze, rhomboïde, etc. Quand on parle de travailler son dos en largeur, on fait référence aux muscles qui vont se développer comme ceci, donc les grands dorsaux. Mais les grands dorsaux participent aussi à l'épaisseur du dos. Épaisseur et largeur. Grand rond, petit rond, un frein épineux, on va aussi avoir le deltoïde postérieur, etc. En bref, je vais avoir sur ma programmation une séance spécifique largeur et une séance spécifique épaisseur. Et puisque j'ai du mal à progresser, j'ai augmenté une autre séance au cours de la semaine. Donc il y a des semaines où je vais travailler mon dos 3 fois, et il y a des semaines où je travaille mon dos seulement 2 fois. Quand on a une masse musculaire importante, il est essentiel d'accentuer le repos pour progresser de façon efficace. On aura besoin de plus d'heures de sommeil. Il faudra par exemple prévoir des massages, des bains froids, du sauna, pour vraiment accentuer la récupération parce qu'on crée plus d'inflammation. Et je le remarque personnellement depuis que j'ai passé un certain cap de poids. Depuis que je fais plus de 120 kg, j'ai besoin de dormir plus, j'ai besoin de me faire masser régulièrement. Sinon, par exemple, j'ai des petites douleurs qui ont du mal à partir au niveau des quadriceps. Dès que je fais les actions nécessaires à la récupération, il y a des semaines où non seulement je suis plus fort, je ressens moins de fatigue et surtout, je sens une réelle progression sur l'ensemble des points que je travaille. Alors, je vous parle d'une observation sur déjà plus de 3 mois. Ça ne va pas se voir au bout d'une semaine et encore moins si vous êtes naturel. Pour vos séances dos, n'oubliez pas ça. Je vous assure que ça fait la différence quand vous utilisez vos sangles et quand vous ne les utilisez pas. On arrive parfois très rapidement à l'échec postural plutôt qu'à l'échec musculaire quand on n'a pas ces sangles. Qu'est-ce que ça veut dire l'échec postural par exemple? Vous allez avoir sur votre exercice, vous allez prendre la barre, vous mettre en position, vous allez faire les mouvements et au bout d'un moment, vous allez avoir mal aux avant-bras parce que vos avant-bras ont pris l'ascendant sur les dorsaux. Et là, vos dorsaux, le muscle que vous voulez travailler n'est pas arrivé à l'échec. Ce qui vous fait abandonner l'exercice, c'est votre grippe et ou la congestion sur vos avant-bras qui est trop importante. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'échec postural. Ou alors, quand vous faites un rolling, vous êtes là, vous tirez, au bout d'un moment, vous avez mal au lombaire, mais vous n'êtes pas arrivé à l'échec musculaire, vous abandonnez. Ou encore, vous faites votre soulevé de terre et votre grippe lâche. Voilà, ce qu'on appelle l'échec postural. Encore plus vrai pour ceux qui ont un gros point fort au bras comme moi, parce que ça va être très compliqué de désengager les avant-bras, les bras, sans ce petit truc magique. Première série, 12 répétitions. Alors j'aurais pu faire une tranche de répétition plus courte, avec une charge plus lourde, mais invariablement quand je fais ça, mes bras prennent beaucoup trop l'avantage par rapport aux muscles concernés. Donc il faut trouver des stratégies pour désengager au maximum les biceps et les avant-bras. Pour le deuxième exercice, on va faire du rowing bûcheron aux haltères. Et à partir de maintenant, on passe que sur des mouvements d'isolation. Nettement mieux pour désengager les biceps et les avant-bras
Et j'ai également réduit mes charges de 10%, voire même de 15% sur certains mouvements. Ça me permet non seulement de me concentrer davantage sur mon mouvement, de tricher moins quand je rentre dans la difficulté et d'aller plus loin dans l'effort, même si la charge n'est pas aussi conséquente que d'habitude. Je pense que c'est une stratégie payante, mais pour ça, il va falloir que j'augmente progressivement les charges en ayant un mouvement parfait et en désengageant au maximum mes avant-bras et mes biceps, chose qui n'est pas gagnée sur un profil comme le mien. Les gros bras comme moi j'ai, c'est un mouvement qui fait le caractère de mon physique, un gros point fort, mais c'est également un élément très très compliqué à gérer pour développer ses dorsaux. Ok. En ayant baissé de 10% ma charge sur le rowing bûcheron et en me concentrant au maximum sur l'exécution, en augmentant la tranche de répétition, là je sens l'activation du grand dorsal, mais terriblement. Il y a un tout petit peu mes biceps qui vont commencer à s'activer vers la fin, mais on est très largement en dessous de ce que je connais habituellement. Il ne faut pas avoir honte de baisser ses charges, il ne faut pas avoir honte de remettre en cause la qualité de son travail et son efficacité. C'est comme ça qu'on progresse. Dans tous les cas, on ne peut pas avancer si on ne fait pas les choses correctement. Tout le monde le fait, donc n'ayez pas honte de le faire. Si vous remarquez que la charge que vous utilisez est beaucoup trop importante, que votre mouvement n'est pas suffisamment bon, filmez-vous, regardez ce que vous faites et critiquez votre travail. Et ensuite, trouvez l'axe à améliorer. Et on enchaîne sur du tirage unilatéral. Je peux mettre plus lourd là. Ce que je viens de faire peut paraître très contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire augmenter ma charge de travail, alors que j'ai dit qu'il fallait que je la réduise pour me concentrer sur le mouvement. Alors la théorie se vérifie sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on consolide ses acquis. Ce que je viens de faire, c'est que je me suis adapté par rapport à ma situation et par rapport au contexte de l'entraînement. J'ai réalisé ma première répétition, j'ai tout de suite senti que j'étais en capacité d'augmenter ma charge de travail. Je n'ai mis que 10 kilos supplémentaires et je sais que je vais pouvoir rester sur une tranche de répétition qui va me permettre d'être efficace sans faire intervenir plus qu'il n'en faut mes biceps, tout simplement. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut toujours s'adapter en fonction de ses conditions d'entraînement. La théorie doit s'adapter à votre contexte d'entraînement. C'est très important.
deuxième série, il s'agit du back-off. J'ai réduit ma charge et on va augmenter le nombre de répétitions. Pour finir l'entraînement, on va travailler les trapèzes supérieurs et les trapèzes moyens. Cette semaine, je me suis entraîné avec une fréquence d'entraînement très importante. 3 séances dos. Et je fais ça depuis bientôt 2 semaines. Je reviens sur ce point parce qu'il me paraît essentiel de rappeler que si vous avez une fréquence d'entraînement importante, dans le but de rattraper un point faible, c'est important d'observer. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez maintenir cette fréquence d'entraînement, vous allez accumuler de la fatigue et vous allez accumuler des inflammations. Donc si vous remarquez que vous ne récupérez pas suffisamment pour assumer cette fréquence d'entraînement qui est importante, réduisez-la, laissez-vous le temps de récupérer, revenez même à seulement une séance d'eau par semaine ou une séance jambes par exemple. Une fois que vous avez suffisamment récupéré, là vous allez pouvoir vous autoriser à reprendre une fréquence d'entraînement importante. Et bien entendu, ça dépend de chacun. Et surtout, il faut avoir une programmation intelligente. Parce que si admettons qu'on fait sur les 3 séances d'eau, des volumes et des volumes d'entraînement super élevés avec des grosses charges d'entraînement, on est d'accord qu'on ne va pas tenir ça indéfiniment. Ça me paraît important de rappeler cela parce que je m'autorise à penser que certains peuvent s'inspirer de ce que je fais. Mais comme vous le savez, j'ai une capacité de récupération plus importante et une vitesse de progression plus importante. Donc surtout, faites les choses dans votre expérience de l'entraînement et vous vous connaissez mieux que personne. Donc, vous pouvez regarder ce que font les autres, mais il faut contextualiser cela. Je suis un athlète professionnel avec tout ce que ça implique et je m'autorise à penser que vous savez que, à mon niveau et avec ce que je fais, j'ai forcément des atouts qui me permettent de récupérer de façon plus rapide. Le t-shirt que je porte fait partie de la dernière collection de chez Vanquish. Super belle collection. Je vous recommande fortement. Si vous avez prévu de refaire votre garde-robe d'entraînement, jetez un coup d'œil à cette collection. Elle est magnifique. Entraînement 2 terminé. Aujourd'hui, c'était l'épaisseur. Durant les prochaines séances, je vais vous montrer des entraînements spécifiques à la largeur. Et sur la dernière séance qu'on filmera, ce sera un mix des deux, avec des particularités sur la dernière séance d'eau. Comme vous l'avez compris, c'est 3 séances par semaine. Je vous en ai montré la première aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième.